Aujourd'hui, on a Bitcoin qui respire enfin, j'ai envie de te dire, après 2 semaines d'extrême fear. On a également l'Ukraine qui accepterait un accord de paix avec la Russie, ça vient de tomber il y a quelques minutes, et Amazon qui annonce un plan titanesque de 50 milliards de dollars pour devenir la colonne vertébrale de l'IA américaine. Bref, ici c'est Julien, je te décortique chaque jour l'actualité finance, bourse et crypto. Allez, c'est parti. On commence aujourd'hui tout simplement et on démarre cette quotidienne avec un constat simple qui résume parfaitement l'ambiance actuelle du marché, c'est qu'on a ce fameux Crypto and Fear Index qui est resté bloqué en extrême peur, en extrême fear. Et ça fait maintenant 2 semaines consécutives. C'est du jamais vu depuis longtemps. Mais contrairement aux jours précédents, on observe enfin un léger frémissement dans la confiance des investisseurs. Et s'y passe un retournement massif, pas d'euphorie, mais une simple respiration. Et ce sentiment en fait, d'amélioration ne touche pas uniquement la crypto, parce que les marchés traditionnels montre aussi un début de stabilisation et c'est là que ça devient intéressant parce que dans cette vidéo, on va voir que ce début de rebond ne se manifeste pas uniquement dans le Fear and Greed Index et on a également plusieurs indicateurs qui commencent justement à eux aussi pointer le bout de leur nez avec un changement de dynamique assez clair. Rien d'explosif ici, rien de confirmé, mais c'est la première fois depuis maintenant des semaines que le marché envoie enfin des signaux un peu moins sombres. Maintenant, prudence, parce que ce type de signal, en fait, on l'a déjà vu, on l'a vu et revu, et parfois c'est le début d'un retournement, parfois c'est un simple piège à bulls avant justement de nouvelles baisses. C'est pour ça qu'avant de tirer des conclusions hâtives, il est important d'ajuster sa stratégie selon ces indicateurs-là, et on va voir justement, et on va croiser ces éléments avec plusieurs autres éléments. On aura notamment le contexte géopolitique, le contexte macro qui reste tout de même instable. Et on aura également des indicateurs on-chain, mais on a l'habitude sur la quotidienne. Commençons justement en parlant géopolitique parce qu'il y a une information majeure qui vient de tomber et qui circule et qui peut radicalement changer l'humeur des marchés. D'ailleurs, on peut voir Bitcoin réagit plutôt positivement. On est aux alentours des 87 000 dollars. Rien de transcendant, rien d'explosif, mais tout de même, on est tombé, en tout cas selon plusieurs sources, l'Ukraine aurait accepté les termes d'un accord de paix avec la Russie. Alors on parle d'un événement giga bullish pour les marchés globaux. Pourquoi ? Parce qu'une désescalade géopolitique de cette ampleur réduit instantanément le risque systémique. Ça apaise également les marchés obligataires, ça renforce la visibilité macro qu'on n'avait pas depuis maintenant plusieurs années et ça libère mécaniquement du capital qui peut enfin se repositionner sur des actifs plus ou moins risqués. Et après des semaines de tension, de volatilité et d'incertitude qu'on a vécu ensemble, il y a une perspective justement de stabilité internationale qui pourrait servir de déclencheur à un rebond possible. Bien sûr, je mets des guillemets. Et aussi du côté d'Amazon qui accélère encore du côté de l'IA à un niveau jamais vu parce qu'on vient d'apprendre que le géant va investir 50 milliards de dollars pour renforcer les systèmes d'intelligence artificielle, je vais y arriver, et de supercalcul pour le gouvernement américain. D'ailleurs, je te conseille, j'ai vu il y a quelques jours le documentaire Bezos qui nous montre un petit peu l'histoire derrière les coulisses d'Amazon, comment ça a été créé, le rebranding qui a eu lieu, il y a eu 3 rebrandings. Bref, c'était vraiment une idée très audacieuse et même avec le recul d'aujourd'hui, je me dis, il était quand même couillu, excuse-moi du terme, mais de lancer justement ce projet de vendre sur la toile, sur Internet qui était méconnu, des livres. C'était vraiment une idée géniale aujourd'hui, mais même aujourd'hui avec le recul et avec justement ce potentiel qu'on voit maintenant aujourd'hui d'Amazon qui est devenu un mastodonte et Jeff Bezos l'une des plus grosses fortunes du monde, je me dis quand même, il y a des idées comme ça, et on va en parler d'ailleurs avec Eric Larchevêque, il y a des idées comme ça qui semblent mornées, mais finalement en fait qui peut justement ouvrir des espoirs, des perspectives qui peuvent être intéressantes. Bref, comme je te disais, on vient d'apprendre que le géant va investir 50 milliards de dollars pour renforcer les systèmes d'intelligence artificielle et de supercalcul. Et ça, c'est un mouvement stratégique extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que être un fournisseur d'infrastructures du gouvernement, ça n'est pas comme signer un contrat classique. Non, c'est littéralement devenir la colonne vertébrale, je te disais en introduction, et ce au niveau national de l'intelligence artificielle, avec un climat qui ne change jamais de prestataire, avec un budget qui est quasiment illimité et une dépendance technologique complètement totale. Et ce n'est pas tout parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu passer depuis début novembre, on a Amazon et OpenAI qui ont signé un contrat de 38
milliards de dollars pour étendre justement leur capacité de calcul. Donc AWS, je te rappelle que c'est le cloud d'Amazon qui devient naturellement un pilier indispensable pour OpenAI et désormais pour également l'État américain. Et donc c'est un signal assez colossal sur la direction prise par l'économie, par l'IA et la tech également, et ce au sens large. Et avant de te parler justement des chiffres qui viennent de tomber, au niveau de l'inflation et au niveau de l'inflation, au niveau de la production surtout, et qui peuvent changer justement le cours des marchés, je voulais te parler de l'offre de crypto.com en 2 secondes, puisqu'en fait, il te propose avec le code Champion100 ici de gagner 2 places première classe et hospitalité pour la Ligue des Champions de l'UEFA ici. Donc il faut en tout cas être résident français. C'est valable jusqu'au 5 janvier 2026, n'hésite pas à en profiter. Il faut s'inscrire via l'application, je te mettrai le lien en commentaire épinglé également en description. Mettre le code promo Champion100 pour tenter de gagner 2 places ici. Et il faut acheter au moins 100 € de n'importe quelle crypto pour être éligible. Et chaque tranche d'achat de 100 € vous donne une chance supplémentaire de gagner. Et pour les 100 premiers participants, ils viennent de lancer ça, ils recevront automatiquement 25 € en CRO chacun. Donc voilà, n'hésite pas à en profiter. Je te mets également le lien en description de cette promo-là. Et revenons à la macro maintenant, puisque on a eu des nouveaux chiffres qui viennent de tomber et ils vont peser dans les attentes du marché parce qu'on parle du PPI américain qui est sorti à 2,6%, donc c'est légèrement inférieur aux 2,7% qui était attendu. Et pour faire simple, ça veut dire que les prix à la production ralentissent, donc la pression inflationniste en amont diminue également, ce qui facilite mécaniquement la tâche de la Fed, la banque fédérale américaine, j'ai eu du mal, pour envisager justement une baisse des taux pour le 10 décembre, donc d'ici 15 jours. Et donc le PPI, en fait, c'est l'un des indicateurs qui monte avant le CPI. Et quand il se calme, ce fameux PPI, ça veut dire que l'inflation future pourrait suivre justement la même direction. Et dans un contexte où le marché est ultra nerveux comme en ce moment, où la moindre donnée fait bouger les probabilités de cut, donc de baisse des taux, eh ben, ce chiffre tombe au bon moment, donc on va s'en contenter. Surtout qu'en fait, il redonne un petit peu d'air à ceux qui espèrent justement un assouplissement monétaire dès décembre. Et ça, ce n'est pas un game changer ici, mais c'est un premier signe positif dans un environnement qui, jusqu'ici, n'envoyait que du rouge. Et peut-être qu'on aura un représentant de la Fed d'ici quelques jours qui commencera à assouplir un petit peu le discours de la Fed derrière, comme on a eu avec un représentant, John Williams, la semaine dernière. Continuons avec la BCE, parce que la BCE qui continue de tirer la sonnette d'alarme concernant les stablecoins. Et ce n'est pas une petite inquiétude ici, c'est un message assez clair, assez direct sur un risque en fait systémique potentiel. Parce que selon la Banque centrale européenne, donc la BCE, les stablecoins pourraient déstabiliser le système financier de la zone euro en siphonnant progressivement les dépôts des banques. Et en effet, si une partie spéculative des dépôts bancaires se transforment en stablecoin, alors les banques perdent une partie de leurs ressources de financement. Et ce qui veut dire que moins de dépôts est égal moins de capacité à prêter, donc plus de fragilité pour tout le système bancaire européen. Mais la BCE en fait va encore plus loin que cela parce qu'elle met en garde contre un scénario extrême, une fameuse ruée massive sur les stablecoins. Et dans ce scénario-là, les émetteurs de stablecoins seraient obligés de vendre en urgence leurs réserves qui sont en grande majorité composées d'actifs ultra sensibles comme les bons du Trésor américain par exemple. Et si des dizaines ou des centaines de milliards de dollars de treasuries sont vendus brutalement, ça voudrait dire, en tout cas, ça pourrait secouer les marchés obligataires, donc créer également des tensions de liquidité et potentiellement déclencher un choc financier en cascade. Et c'est pour ça que la BCE insiste sur ce point-là, parce qu'en fait, sans régulation globale, sans régulation cohérente et coordonnée, les stablecoins pourraient devenir une source de risque plutôt qu'un outil de stabilité. Et justement, en te parlant un petit peu de ce climat où la régulation, les institutions et également les grands acteurs façonnent de plus en plus l'écosystème, on a vu émerger cette semaine une initiative française assez ambitieuse. Tu as dû le voir sur les réseaux, c'est Éric Larchevêque, l'un des entrepreneurs les plus connus du secteur, cofondateur, je te rappelle, de Ledger, qui vient d'annoncer The Bitcoin Society. Donc c'est une Bitcoin Treasury Company qui sera cotée sur Euronext. Donc l'objectif, en fait, ici, il est clair, c'est d'accumuler
massivement du Bitcoin, donc de fédérer également une communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs et de construire également une alternative économique capable de peser face aux États et aux institutions financières traditionnelles. Donc en d'autres termes, c'est une sorte de micro-stratégie à la française avec une vision un peu plus communautaire. Alors je sais, il y a eu pas mal de bruit sur les réseaux en préparant justement cette quotidienne. Concernant ce projet, il y a eu beaucoup de critiques notamment, et je ne sais pas ce que tu en penses, tu me mettras d'ailleurs en commentaire, mais dès qu'un entrepreneur français en fait lance publiquement un projet, même si le projet finit par décoller, il y a toujours cette phase où le projet se fait littéralement descendre sur les réseaux. Je ne dis pas que c'est le projet qui va révolutionner notre écosystème, mais, et je pense aussi qu'il aurait pu également mieux faire, que ce soit dans le fond et dans la forme, mais... Et là, un grand mais, il a le mérite de faire, il a le mérite de proposer. Et ça, je ne l'enlèverai à personne. Très important. Mais il y a également certaines critiques qui vont tout de même assez loin. Je trouve que c'est un petit peu méchant. C'est facile de taper sur quelqu'un qui fait. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si tu as vu la news, qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Bref. On a également, et pour finir, ce petit tour d'horizon des signaux qui commencent peu à peu à se retourner. On a même Morgan Stanley qui ne se contente pas de se mouiller, il se jette littéralement à l'eau. D'ailleurs, je regardais le cours de MSTR, je t'en ai parlé hier. Bon, un petit peu plus de volume, mais tout de même, pour l'instant, il n'y a pas une ruée vers l'action micro-stratégie qui pourrait mettre en péril JP Morgan, comme je t'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier, qui pourrait être un cataclysme et déclencher, pourquoi pas, les subprimes, comme la crise des subprimes en 2008. On est encore très très loin, mais voilà, est-ce qu'on peut avoir un GameStop 2.0 à suivre? Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, va la voir parce qu'elle est hyper intéressante et peut-être qu'on en parlera dans quelques jours, quelques semaines. Donc, je te parlais de Morgan Stanley parce que selon en fait cette banque-là, chaque dip actuel, comme aujourd'hui, serait une opportunité en vue du rallye de 2026. Donc, autrement dit, malgré la panique, malgré la peur de l'éclatement d'une bulle IA, certaines firmes de Wall Street ne voient absolument aucun signe de fin de cycle. Il y en a beaucoup qui parlent de bulle de l'intelligence artificielle, à tort ou à raison, mais on a Morgan Stanley qui annonce même viser un S&P 500 à 7800 points d'ici les 12 prochains mois, soit un rallye de plus de 1000 points depuis les niveaux actuels. Donc c'est un message loin d'être anodin quand on sait à quel point la corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin s'intensifie en phase haussière. Et quand les actions américaines d'ailleurs accélèrent, le BTC suit presque toujours derrière. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que cet été encore, la majorité des analystes de Wall Street prévoyaient un S&P 500 entre 6005 et 6800 points. Donc des estimations qui ont été balayées bien avant la fin de l'année dernière d'ailleurs. Et sous-estimer ici 2026, que ce soit sur les marchés traditionnels ou sur Bitcoin, pourrait être à mon avis une erreur stratégique parce qu'il va se passer beaucoup de choses à partir du deuxième voire troisième trimestre 2026. Et même dans un contexte de peur extrême, il y a certaines institutions qui misent déjà sur la prochaine phase d'expansion, qui se préparent à la prochaine phase. Et ce sont rarement celles-là qui arrivent en retard au prochain bull run. Et pour compléter un petit peu cette dynamique de début de semaine, je voulais te montrer aussi un signal technique rarement discuté, mais extrêmement intéressant, parce que Bitcoin vient officiellement d'entrer dans une phase de Rare Risk Reward Window. Donc, c'est avec ce fameux Bitcoin Sharpe Ratio. Donc, c'est un indicateur en fait qui mesure le rendement ajusté au risque et qui vient de retomber dans une zone, tu le vois juste ici, qu'on n'a pas vu ou qu'on a vu que quelques fois par cycle. On a eu ça en 2019, on a eu ça en 2020, on a eu ça début 2022. Et à chaque fois, la situation paraissait catastrophique en temps réel. Mais à chaque fois, en fait, ces zones ont été le point de départ ou les points de départ de retour futur très solide une fois que la tempête était passée. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce n'est pas un signal disant que la volatilité est terminée. Rien de tout ça, mais historiquement, pardon, quand le Bitcoin Sharpe Ratio s'effondre vers zéro, ça signifie que le rapport risque-rendement commence à pencher du bon côté, et même si le marché, lui, reste en chaos total. Donc c'est exactement ce qui illustre justement cette situation, lorsqu'on dit souvent que le marché va rarement là où se trouve la masse, et quand le court terme est brouillé, paniqué, voire même irrationnel, c'est là que les longues,
y gagne et surtout, on y gagne sur une vision long terme qui commence doucement à redevenir attractive. Donc, ce type de configuration n'apparaît que quelques fois par cycle et généralement, ces fenêtres ne restent pas ouvertes depuis et bien longtemps. Donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, on commence à peine à respirer, mais cette respiration-là, sur quelques heures, n'est souvent pas pour le moment suffisant. Le marché est d'autant plus intéressant car on est peut-être à l'aube d'un pivot potentiellement marquant de bottom qu'on attendait. À voir selon la confirmation. Bon, tu as peut-être entendu, il y avait un petit peu de bruit à côté. Il y a ma fille qui est venue dans le studio. Tu dis bonjour ? C'est les vacances là pour elle, pour Thanksgiving. Donc elle est venue là, donc ça m'a perturbé un petit peu. Mais voilà, c'est fait en live. Tu veux dire un petit message ? Tu veux que je te laisse le micro ? Non ? Et il y a les jardiniers à côté, il y a tout le monde qui s'active. Tu veux montrer ton doudou ? Comment tu t'appelles ? On va faire Jacques Martin. C'est quoi cette voix que tu as ? Tu veux dire pourquoi c'est 1% sur la cape là ? Bah parce que c'est la méthode Kaizen. Tu connais la méthode Kaizen ? C'est tous les jours être une meilleure version de soi-même. De faire quelque chose de plus chaque jour pour évoluer. Et c'est comme les intérêts composés dans la finance. Et là, je deviens très technique. Je suis en train de la perdre. Ah, je l'ai définitivement perdue. Tu allé chercher ta petite montre ? Bref, je vous laisse là-dessus. Je vais m'occuper de ma fille. C'est les vacances cette semaine. Oh, j'arrive pas à débrancher. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis surtout à demain. Je vous laisse avec la vidéo pour, si vous voulez continuer ici et si vous voulez investir dans la bourse. Je vais vous passer sur l'écran juste ici la vidéo sur le top 5 des ETF. Je vous mets ça en attendant la vidéo de demain. Tu veux dire au revoir, Gabriel ? Gabriel ? Hello ! Au revoir. Au revoir. Tu reviendras demain ? Est-ce que vous voulez qu'elle revienne demain ? Oui, non, oui, non. Mettez-le moi dans le commentaire. Allez, on lâche pas. #Warrior, #les vrais. Et à demain. Bye bye.